Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes le 27 décembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 33e numéro d'Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui vous parler des prises d'otages. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de banditisme national, mais plutôt de banditisme international. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Emmanuel Altit. Bonjour Maître, bonjour. Vous êtes l'avocat, un des avocats, mais l'avocat qui a le plus fait parler de lui dans l'affaire des infirmières bulgares, et vous venez de publier un ouvrage particulièrement détonnant que je vais montrer à la caméra, le voici, dans les geôles de Kadhafi, aux éditions Jean-Claude Gavzelic. C'est un ouvrage qui, comme le disait Julien Gracq, qui vient de décéder, c'est de la littérature à l'estomac, à ceci près que ce n'est pas de la littérature, c'est la vérité. Donc ce témoignage est essentiel parce que dans cette affaire, on a connu deux phases. Une première phase d'ignorance. Ces infirmières étaient prisonnières sans que personne ne s'en soucie vraiment. Puis une phase d'internationalisation du problème. Et puis une phase de solution qui s'est matérialisée par le fait que ces infirmières ont été ramenées par Mme Sarkozy et M. Guéant en Bulgarie, qui était le lieu dont elles étaient originaires. Vous-même êtes rentré dans cette affaire en 2004, si je me souviens bien, c'est-à-dire 5 ans après que les infirmières ont été prises en otage, et vous avez suivi cette affaire pendant toute sa durée, jusqu'à l'épisode final qui a été heureux. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question d'actualité. Nous venons d'apprendre que les militants de l'Arche de Zoé viennent d'être condamnés à 8 années de travaux forcés au Tchad. Votre confrère, Maître Collard, qui était un de leurs défenseurs, a parlé de semblant de justice. Et j'aimerais savoir, vous qui êtes tout à fait versé dans ces problèmes, puisque vous êtes avocat international et que votre activité vous conduit précisément dans des pays où la justice est rendue d'une manière qui nous paraît quand même peu conforme à nos habitudes à nous. J'aimerais savoir ce que vous inspire à la fois cette affaire et la condamnation qui a été prononcée hier de ces personnes. Pour ce qui concerne l'affaire de l'Arche de Zoé, je ne suis pas intervenu directement, comme vous le savez. Je suis néanmoins intervenu au nom du barreau de Paris, qui m'avait demandé d'examiner un petit peu les choses. Il est difficile de porter un jugement sur une condamnation. C'est même tout à fait compliqué, sachant les enjeux qui existent. Ce que l'on peut dire à l'évidence, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'imprudences, un certain nombre de manipulations. Ces imprudences sont celles de ceux qui sont à l'origine de l'affaire, ceux qui ont organisé ce déplacement, ceux qui ont souhaité ramener des enfants tchadiens ou soudanais en France. Imprudence, ignorance de l'Afrique, ignorance du fait que la culture africaine est différente, qu'il n'y a pas d'orphelins, par exemple, au sens où on l'entend, que la situation n'est pas celle que rapportent les médias, du moins pas tout à fait celle que rapportent les médias. Donc une certaine ignorance, une certaine suffisance probablement, et tout cela dans un contexte compliqué qui fait que ces gens qui étaient probablement pleins de bonne volonté et qui voulaient faire les choses bien, se sont retrouvés manipulés par les uns et les autres, et cette affaire, qui était une affaire modeste, est devenue une affaire d'État et a donné lieu à un certain nombre de négociations, à un certain nombre d'accords entre le Tchad et la France, au plus haut niveau, puisque le président français s'est rendu au Tchad. Et pour ce qui concerne les autorités tchadiennes, c'était évidemment l'occasion de vendre, d'acheter un soutien politique et de vendre leur propre soutien à un gouvernement français qui s'était retrouvé un petit peu en position de faiblesse à la suite notamment des discours. Vous vous souvenez que le président Sarkozy avait fait un discours d'ailleurs tout à fait remarquable et intéressant, mais qui avait été parfois mal perçu en Afrique. Donc c'était l'occasion d'essayer de... Dakar, c'est ça. Absolument. Et c'était l'occasion probablement d'essayer de se refaire une virginité. Donc il y a là tout un contexte extrêmement délicat, difficile. La Libye aussi a un rôle important au Tchad. Le Tchad est un pays qui est en constante déstabilisation, si je puis dire, et donc qui attire, comme un trou noir, attire les interventions de beaucoup de protagonistes qui n'ont pas toujours des idées tout à fait
tout à fait satisfaisante et bienveillante. Vous voulez dire par là qu'ils en ont beaucoup derrière la tête, sans doute? Oui, absolument, c'est ce que je veux dire. Les zones de déstabilisation attirent, entraînent, c'est une dynamique tout à fait désagréable et destructrice pour les populations, mais aussi pour l'ensemble de la région. Ces malheureux d'Arche de Zoé ont été dépassés. Pour ce qui concerne la condamnation, tout dépend de l'optique que l'on retient. Si l'on considère que ce sont des gens qui ont essayé de mettre en place une action humanitaire, il est évident que c'est une condamnation excessive, 8 ans, je crois, de travaux forcés. Si l'on considère qu'ils se sont rendus à l'insu des autorités, de leurs propres autorités et des autorités tchadiennes, dans un pays étranger, et qu'ils ont tenté de ramener contre les règles internationales, contre la loi, aussi bien tchadienne que française, des enfants, évidemment, la vision change. La vision change. L'important, c'est de comprendre que les choses sont plus compliquées qu'elles paraissent, souvent, et que, en l'occurrence, des gens qui étaient animés des meilleures intentions se sont retrouvés par ignorance, parce qu'ils ont refusé d'écouter, probablement, dans une situation qui les dépassait. C'est ça qui est important. Lorsqu'ils sont allés négocier avec les chefs de village, ils étaient perdus, ils étaient déjà manipulés. Ils ne savaient plus où ils en étaient. D'ailleurs, ils n'ont même jamais su exactement où ils mettaient les pieds, parce que finalement, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse ou entendre, il semble bien qu'ils ne parlaient pas le même langage au sens général du terme. On leur présentait des enfants qui n'avaient pas de parents, mais qui n'étaient pas, vous venez de le dire, orphelins au sens tchadien du terme. Donc tout ça a compliqué beaucoup les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu également, et c'est là qu'on retrouve un lien avec l'affaire que vous avez si brillamment défendue, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine forme de lâchage des autorités françaises? Parce qu'on a bien vu une différence de traitement dans les discours qui ont été faits. Il y avait l'équipage espagnol de l'avion, qui manifestement n'était pour rien dans cette affaire. Il y avait les journalistes, qui n'étaient pour rien, pour la plupart d'entre eux sans doute. Et puis il y avait les autres qui ont été considérés immédiatement par les médias, notamment en France, comme des zozos, voire comme des irresponsables, etc. Or, il se peut qu'ils soient des zozos, mais il se peut aussi qu'ils n'en soient pas autant qu'on le croit, et ils étaient en toute hypothèse dans une situation extrêmement périlleuse. Donc moi je considère, pour avoir entendu ces choses ou pour les avoir lues, que la presse française s'est comportée d'une manière assez irresponsable, eu égard au danger que couraient et que courent toujours ces personnes. La presse, par essence, est conformiste, c'est-à-dire que c'est une dynamique qui s'auto-entretient, et donc chacun va dans le sens général, dans le sens de tout le monde. Pour ce qui concerne l'Arche de Zoé, c'est le confluent de deux politiquement corrects, donc de deux conformismes absolus. D'un côté, la volonté d'aider, encore une fois, les gens sont animés des meilleures intentions, mais ils arrivent dans un pays et ils font face à une situation qu'ils ne comprennent pas, qui est une situation complexe. On dit ici qu'il y a un génocide, c'est vrai que la situation est atroce, mais ce n'est pas aussi simple sur le terrain, n'est-ce pas? Et puis les intérêts individuels ou collectifs à petite échelle, comme l'intérêt d'un village, la volonté de récupérer de l'argent, quand on voit débarquer des Blancs qui veulent, entre guillemets, acheter des enfants. Alors, on va leur vendre, évidemment, c'est une occasion qui ne se représentera pas. Bon, toutes ces choses-là montrent bien que, d'un côté, il y a cette bonne conscience européenne qui... c'est le bon côté des choses, mais si on retourne la médaille, si on regarde l'autre face, cette bonne conscience est aussi une forme de paternalisme, disons les choses tout à fait clairement. Et de l'autre côté, il y a le politiquement correct à l'africaine, qui a permis qu'un certain discours sur l'esclavagisme des Blancs qui viennent prendre des Noirs, etc., prospère aussi en Afrique. On a là deux politiquement corrects qui sont tout aussi faux, qui rendent évidemment les choses très compliquées, et la presse s'est trouvée au confluent de ces deux politiquement corrects, coincée, elle-même sans toutes les informations qui auraient permis de nuancer les choses, et on s'est retrouvé dans une hystérie médiatique, à juste titre. C'était une affaire intéressante, c'est toujours une affaire intéressante, mais
qui repose sur du sable, enfin sur des faux semblants. C'est le cas de le dire compte tenu du pays où Absolument. elle se déroule. Absolument. Alors revenons-en à ce qui vous a occupé d'une manière extrêmement forte et permanente pendant des années, au moins pendant 3 ans de votre vie. Vous n'avez pas fait que ça, car je précise tout de suite, c'est dans votre livre, mais il faut quand même le dire, tout ce que vous avez fait pour les infirmières bulgares, vous l'avez fait gratuitement. Donc vous n'avez pas été payé pour le faire, et d'ailleurs vous n'aviez pas demandé d'honoraires, donc que les choses soient claires. Bon, pendant toute cette période, je le disais en commençant notre émission, il y a eu quelques années, 4 à 5 ans, on le dit vite quelques années, mais pendant ce temps-là, les infirmières et les médecins subissaient la torture et des détentions abominables, où vous n'avez pas été concerné directement par cette affaire. Vous en aviez, comme tout le monde, j'imagine, entendu parler. Et puis, un beau jour du printemps ou du début de l'été 2004, place Dauphine, vous racontez cela dans le livre, un de vos amis avocats vous parle de cette affaire et suggère que vous interveniez. Vous êtes avocat international, vous connaissez parfaitement tous les tenants et aboutissants de ces affaires qui se déroulent en Afrique ou ailleurs. Et puis, il y a quand même une grande décision à prendre, parce que vous savez quand même où vous mettez les pieds à ce moment-là. Est-ce que vous avez vraiment réfléchi? Est-ce qu'elle allait être votre vie pendant X années? On ne savait pas combien de temps ça durerait. Écoutez, on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait dans la vie, et heureusement, parce que sinon ce serait un peu difficile. Non, très franchement, je savais que ce serait compliqué, difficile, que ça prendrait du temps, de l'énergie, de l'argent, parce que non seulement nous n'avons pas été payés, mais vous avez les frais engagés n'ont pas été remboursés malgré les promesses des uns et des autres, de certains gouvernements. Donc nous savions que ce serait très compliqué, mais je ne mesurais pas à quel point ça me prendrait du temps et de l'énergie et de l'argent. Bon, ça, je l'ignorais. Mais je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Oui. Alors, il se trouve que cette affaire est doublement, mais j'allais dire même triplement ou quadruplement intéressante et passionnante, parce qu'elle met en jeu non seulement une affaire humaine exceptionnelle, mais en plus des grands principes, ceux sur lesquels, et vous le dites dans le livre, reposent nos valeurs, notre démocratie. Donc en fait, vous avez été le chevalier d'une cause pendant toutes ces années, une cause qu'au tout dernier moment, les États ont épousé pour s'en attribuer le mérite, en vous tenant, comme c'est toujours le cas, à l'écart. À ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Vous témoignez maintenant pour l'histoire grâce à ce livre que je vais remontrer à la caméra, dans les geôles de Kadhafi, par maître Emmanuel Altit, aux éditions Jean-Claude Gavzévitch. Donc, cet ouvrage relate ce qui s'est passé, mais également ce qui s'est passé avant que vous n'interveniez. Alors, au fond, cette affaire, est-ce que c'est une vulgaire prise d'otage à la suite d'un refus des autorités libyennes d'assumer leurs propres erreurs, ou est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué? Écoutez, c'est à l'évidence plus compliqué. Il y a plusieurs niveaux de réflexion et plusieurs niveaux de réalité, si je puis dire. Le premier niveau, vous l'avez dit, c'est un niveau moral. Prise d'otage, demande de rançon en quelque sorte, de malheureux et de malheureuses qui n'ont pas eu et n'auront jamais droit à un procès juste et équitable. Par conséquent, toutes les valeurs qui font notre société, les valeurs de droit, de justice, de morale, sont foulées aux pieds et bafouées. C'est une première chose. Est-ce qu'on peut l'accepter? Ça, la question évidemment est posée. La deuxième chose, c'est que cette réalité-là va être utilisée par le régime libyen, par exemple, dans une espèce de lutte subliminale, si je puis dire, ou de lutte culturelle contre l'Occident. C'est-à-dire les Libyens ont tout à fait conscience qu'il s'agit du heurt, du choc de deux réalités, de deux légitimités, et que les valeurs que nous prétendons, nous, être universelles, ne sont pas, de leur point de vue, peut-être ont-ils raison, nécessairement universelles. Donc il y a là une volonté de la part des Libyens de faire plier les Occidentaux, de leur faire abandonner ce discours, qui peut parfois paraître insupportable, sur la prééminence des valeurs, de nos valeurs. Et d'une certaine manière, les Libyens y parviendront en recevant le colonel Kadhafi, le guide, recevra sous sa tente Tony Blair, chef pour quelques jours à l'époque encore, d'une des plus grandes démocraties du monde, et Nicolas Sarkozy, chef d'une des plus grandes démocraties du monde, qui viendront en rentrant sous sa tente, en passant le seuil, qui viendront en quelque sorte rendre hommage au guide, c'est-à-dire abandonner leurs valeurs, ce pourquoi ils se seront battus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu,
était aussi un enjeu politique au sens si je puis dire, de ce qu'est la substance de la politique. Politique, c'est-à-dire symbolique. Donc il y avait là une lutte, une vraie lutte symbolique, que les Libyens, d'une certaine manière, ont gagné. Que les Libyens ont gagné, même si on ne peut pas dire que les Occidentaux l'ont pour autant perdu. Il y avait, en plus de cela, des enjeux géostratégiques évidents, la présence américaine réelle. Ce sont les Américains qui dirigent d'une certaine manière au plan international le pays. La Libye est devenue le meilleur allié des Américains dans le monde arabe, l'un des meilleurs alliés, mais en tout cas depuis l'abandon du programme d'armes de destruction massive de la Libye. Il y avait des enjeux économiques, et vous savez que les Français, mais pas seulement les Français, les Russes, les Italiens, parlons pas des Anglais, qui grâce à la visite de Tony Blair ont pu signer un certain nombre de contrats, British Petroleum notamment, les Anglais qui ont toujours eu la main sur le pétrole libyen, et dès les années 50, ils avaient réussi à expulser les Français, vous vous souvenez de ces histoires-là. Donc il y a toutes sortes de réalités, toutes sortes de niveaux de réflexion dans cette affaire, à l'évidence. Mais encore une fois, du point de vue libyen, et je dirais même juste du point de vue arabe en général, l'aspect symbolique, c'est-à-dire l'aspect politique, était le plus important parce que, pour vous dire la vérité, de l'argent, personne n'en a besoin. Les Libyens sont richissimes, la Libye est devenue un Eldorado, un émirat méditerranéen, réellement. Donc c'était l'aspect symbolique, l'aspect politique était important. Symbolique et politique au sens premier du terme, c'est-à-dire comment obtenir des gains à partir de rien. Gains symboliques et gains, donc triomphe du guide, du colonel Kadhafi, et gains tout à fait concrets, parce que c'est la politique, c'est du concret qui se transforme pour ce qui concerne la perpétuation de la dynastie Kadhafi. C'était ça le jeu. Le jeu, c'était comment renforcer un régime qui était d'une certaine manière aux abois, dont le chef, le guide va sur sa fin, hein, il est malade ou pas malade, peu importe, il est malade. Mais il est âgé, qui va le remplacer? Donc c'est la perpétuation de la dynastie Kadhafi qui était en jeu, perpétuation dans les meilleures conditions, avec le soutien à l'aval de la communauté internationale, des régimes arabes, et avec la réduction au silence d'éventuels opposants, qui ne sont pas des opposants démocratiques, mais des opposants dans le premier cercle en Libye. Alors, il y a dans vos explications un aspect qui est un petit peu contradictoire, non pas dans les explications elles-mêmes, mais avec la situation, et que vous exposez également dans le livre, qui est la relation entre la Bulgarie et la Libye. La Bulgarie et la Libye ont un contentieux financier. Les Bulgares, je crois que ce sont les Libyens qui doivent de l'argent bulgare, et la discussion au début a l'air d'achopper là-dessus. Or vous nous dites, ce n'est pas du tout un problème d'argent. Est-ce que les Bulgares ont été stupides, ou est-ce que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont compris le film ou pas du tout? Les Bulgares ont particulièrement bien compris le film pour une raison évidente, c'est que les Bulgares et les Libyens sont liés depuis très 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 longtemps. Donc, pour ce qui concerne le contentieux financier, qui n'était pas un vrai contentieux, il y avait une dette libyenne à l'égard de la Bulgarie qui datait d'il y a très très longtemps, qui était, je crois, de l'ordre d'une trentaine de millions de dollars, ce qui n'est pas grand-chose, plus les intérêts, on en vient à grosso modo 50 millions de dollars, 53 millions je crois. Tout ça n'a absolument aucune espèce d'importance, et ce n'est que du vent. En réalité, à l'époque de l'Empire soviétique, chacun des pays du bloc soviétique avait un rôle particulier. C'était la division internationale du travail, au sens politique, et la Bulgarie, par exemple, avait comme rôle, comme fonction, les rapports avec les pays arabes, pour différentes raisons historiques, et aussi parce qu'elle comprend une minorité turque, musulmane. Les rapports avec les pays arabes, c'est-à-dire quoi dans l'arrière-plan ou dans l'inconscient de l'époque, ça veut dire les rapports entre les services secrets bulgares et les services secrets arabes. Qui sont les services secrets arabes? En l'occurrence, plus particulièrement les services syriens. Et je vous rappelle, vous le savez, que les Syriens ont été impliqués dans l'attentat de Lockerbie, qui a été imputé aux Libyens, probablement à juste titre, mais les Syriens ne sont pas totalement étrangers à cet attentat. Et ensuite, les rapports avec toutes sortes d'autres services impliqués dans la direction des pays arabes, qui sont rarement des démocraties, donc les services secrets
que ce soit l'armée, les services secrets civils, ont toujours un rôle très important et souvent dirigent ou participent à la direction des pays, et notamment donc des rapports étroits avec les Libyens. Que faisaient donc les Bulgares qui étaient impliqués dans les rapports avec les Libyens? Ils ont appris à se connaître et puis ils ont fait du business ensemble. Qu'est-ce que c'était ce business? Entre autres choses, à l'époque, c'était vendre le pétrole soviétique. Avec l'argent du pétrole soviétique, il s'agissait de financer tel ou tel groupe, par exemple en Occident, ou de mettre en place un système fructueux pour toutes les parties. Vous comprenez donc que dans ces conditions, les Bulgares, ou du moins certains représentants de certains services bulgares, étaient complètement impliqués dans le jeu interne libyen. Et deuxièmement, avaient tout à gagner à conserver cette place prééminente qu'ils avaient en Libye. Pourquoi? Parce que la Libye devient très 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 riche ces dernières années. On peut donc considérer de manière logique, sans entrer dans des détails particuliers, que les Bulgares ou certains Bulgares avaient intérêt à préserver leur position et que les Libyens, certains Libyens, n'avaient pas intérêt, avaient intérêt à se défaire d'une mainmise qui ne rapportait rien, parce que les Bulgares... Donc, d'un simple point de vue logique, on a là tout à coup une réalité qui s'éclaire un petit peu. Et les infirmières bulgares, l'affaire des infirmières bulgares prend tout à coup un éclairage différent. Un éclairage différent. Vous aurez noté qu'il s'agit de Bulgares, même si un certain nombre de gens ont été arrêtés au début, ce qui laisserait à penser qu'il n'y avait pas de machination, ou du moins pensée, du moins dans toute... certains pensent qu'il y avait machination de la part des Libyens, que tout était... Je ne crois pas. Je crois d'abord que ça a été un grand chaos, et que personne ne savait quoi faire, que les gens ont voulu éviter d'être mis en cause, ne pas être responsables. Et puis, à un moment, quelqu'un a vu l'intérêt, etc. Puis il y a eu manipulation sur manipulation. Toujours est-il que c'était l'occasion que j'avais, pour les Bulgares, de conforter leur mainmise, et pour les Libyens de se débarrasser des Bulgares. C'est un arrière-plan évident. Alors, qui a réussi quoi? Ça, je ne sais pas. Il faudrait demander aux Libyens et aux Bulgares. Je pense que chacun y a trouvé son compte. On parlait de cette affaire comme un exemple même de ce qu'est la politique. La politique, c'est l'art d'obtenir des gains à partir de rien. Dans cette affaire, qui est un archétype d'affaires politiques, tout le monde a obtenu quelque chose, à part les malheureuses infirmières et les médecins palestiniens, qui évidemment, eux, ont souffert dans leur chair et continuent à souffrir dans leur chair de manière atroce. Mais tous les autres protagonistes, les Français, les grandes sociétés françaises, les Russes, les politiques occidentaux, les Libyens, et probablement les Bulgares, tout le monde a obtenu quelque chose. Donc la réponse, c'est que probablement les Bulgares qui étaient impliqués dans cette affaire ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Alors, ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, et probablement le retour des infirmières les a-t-elle placées dans une situation étrange, parce qu'elles revenaient grâce aux bons soins d'un certain nombre d'avocats, dont vous-même, et quand je dis les bons soins, ce sont des soins particulièrement énergiques et extrêmement difficiles à mettre en œuvre, à l'implication internationale. Bref, cette affaire qui était au départ une affaire entre deux pays avec de malheureuses infirmières prises en otage au milieu est devenue une grande affaire internationale qui a mis en jeu vraiment l'ensemble des réflexes de la communauté internationale. Et ça, c'est votre mérite, parce que d'entrée de jeu, dès que vous prenez cette affaire en main, votre siège est fait, comme dit l'expression traditionnelle. Vous savez ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous voulez l'internationaliser, vous voulez également, et le terme a toute sa valeur dans ce genre de marchandage, faire baisser le prix des otages. Alors pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que faire baisser le prix des otages? Alors l'idée, il y avait là une affaire potentiellement qu'on pouvait aborder de différentes façons, de différentes manières. La première chose, c'est que personne n'en parlait, ça n'intéressait personne, sauf en Bulgarie, où c'était une cause nationale, et c'était même la cause nationale, et ça allait rester, d'où les difficultés aussi que nous avons eues, parce que nous nous sommes retrouvés dans un jeu bulgare assez difficile et même extrêmement violent, en essayant d'éviter les coups que se donnaient les uns et les autres, c'était très compliqué. Il y avait, donc personne n'en parlait, il s'agissait donc d'abord de faire en sorte que les Libyens ne puissent plus toucher aux infirmières. C'était la première chose, qu'ils
puissent pas les tuer, parce qu'ils avaient été condamnés à mort. Hein, il faut dire les choses, et tout était possible. Hein, entendons-nous. Et deuxièmement, une fois ceci acquis, il s'agissait d'aller les chercher. Pourquoi les chercher? Parce que c'était ça notre mission. Notre mission, c'était pas de participer à des procédures judiciaires plus ou moins biaisées. C'était d'aller les chercher. Alors comment est-ce qu'on va les chercher quand on n'est pas les États-Unis, quand on n'est pas une puissance? Eh bien, on utilise un certain nombre d'éléments, d'outils, pour en faire autant de leviers qui vont permettre d'agir sur les différents protagonistes qui sont puissants et qui, eux, font remplir notre rôle, c'est-à-dire, par exemple, aller les chercher. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'en 2 ans, nous aurons suffisamment transformé la situation, nous aurons changé la configuration du jeu et donc la place des protagonistes pour obliger plusieurs d'entre eux à aller chercher les infirmières, et l'un d'eux, la présidence de la République française, y réussira et ramènera les infirmières en Bulgarie. Ça, je le dis parce que c'est important, et d'une certaine manière, c'est ça notre réussite, c'était pensé dès le premier jour. Hein. C'est-à-dire, vous me direz, c'est plus facile à dire aujourd'hui que... Mais c'était, si vous relisez un certain nombre de nos déclarations de l'époque, fin de 2004, lorsque nous avons été saisis, début de 2005, vous verrez l'ensemble du scénario décrit phase par phase. C'est exactement ce que nous voulions et ce que nous avons réussi. Pourquoi? Parce que nous avons, je crois, compris quelle était la situation, quel était le rôle de chacun, quelle était donc notre marge de manœuvre et comment nous pouvions agir à partir du moment où nous connaissions ceux qui nous faisaient face, pas seulement les Libyens, les Bulgares, les Français, les Anglais, etc., les Américains, la manière dont ils réagissaient, ce qu'ils avaient en tête. En d'autres termes, c'est un jeu, c'est le fils du colonel Kadhafi qui a dit que c'était un jeu, et c'est un jeu au sens premier, et dans un jeu vous êtes bon si vous comprenez les règles et si vous comprenez qui sont les différents joueurs. Si vous comprenez cela, alors vous êtes bon, mais cela demande des efforts, ça demande à écouter, à essayer de comprendre qui veut faire quoi et pourquoi. Eh bien, ce jeu complexe, ce jeu pervers, parce que vous n'avez pas affaire à des joueurs qui jouent le jeu, comme on dit, avec toute la sincérité nécessaire, il y a beaucoup de cartes dans les manches, eh bien nous y reviendrons dans le détail au cours de la deuxième partie de cette émission que nous aborderons immédiatement après une brève pause technique. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc sur le plateau d'Entre nous soit dit, où nous avons le plaisir d'accueillir Maître Emmanuel Altit, qui est un avocat international qui s'est illustré dans la libération des infirmières bulgares et qui, à cette occasion, vient de publier un ouvrage que je ne saurais trop recommander à toutes les personnes qui veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, et au-delà même, dans les geôles de Kadhafi, un ouvrage donc, de Maître Emmanuel Altit, publié aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Maître Altit, dans cette affaire complexe, et qui est moins complexe une fois qu'on a lu votre livre, parce qu'on comprend mieux, il y a eu énormément d'interactions. Mais au fond, pendant toute cette période, la plus grande partie de cette période, votre équipe d'avocats a été assez seule. Il a été très difficile de faire bouger tout le monde, de faire bouger même quelques personnes. Et puis petit à petit, comme souvent dans les combats, vous avez eu des alliés qui se sont déclarés. Alors vous avez su en quelque sorte éclairer l'affaire, donc il y a des gens qui tout d'un coup l'ont vu, et puis il y a eu des gens dont vous ne vous attendiez pas à recevoir le concours, je pense en particulier à un certain nombre de scientifiques, et puis à ce journaliste dont il faut que nous parliez, qui s'est pris de passion pour cette affaire et qui vous a apporté un grand soutien. Comment s'est-il passé? Oui, c'est tout à fait vrai. Nous savions qu'il serait très difficile de faire bouger les choses, nous connaissions les enjeux, nous connaissions les arrière-plans politiques, économiques, stratégiques, et nous savions que personne ne voulait voir intervenir de nouveaux joueurs dans ce jeu, de nouveaux protagonistes, des gens qui n'avaient en vue, puisque nous n'avions en vue, que l'intérêt des infirmières. Chacun faisait ses petites affaires dans son coin, les sociétés françaises essayaient de vendre leurs armes depuis longtemps, les Anglais essayaient de mettre la main sur le pétrole libyen, les Américains de gérer un peu tout ça, au mieux de leurs intérêts, qui sont d'ailleurs souvent contradictoires. Il n'y a pas, comme vous le savez, une politique étrangère des États-Unis, mais il y a autant de politiques que de groupes de pression, que de pôles de puissance à Washington, par exemple, entre le State Department et la présidence, par exemple, des choses comme ça. Bref, tout cela était extrêmement complexe. Et puis, nous n'avions pas les moyens
politiques et même financiers pour aller chercher les infirmières ou pour faire bouger les choses directement. Par conséquent, nous avons pris des biais. Nous avons pour cela développé ce que j'ai appelé une stratégie globale. Laquelle stratégie globale était fondée sur notre intervention, la caractéristique de notre intervention. En tant qu'avocat, nous représentons des gens. Nous sommes les porte-parole de gens. Et lorsque je m'exprimais pendant toutes ces années, je m'exprimais au nom des infirmières. C'est-à-dire que lorsque je parlais et lorsque nous parlions, c'était les infirmières qui parlaient. Nous avions donc une légitimité à parler. Deuxièmement, en tant que professionnels, nous savions quoi faire, nous avions donc une crédibilité. Ces deux éléments sont fondamentaux parce que légitimité et crédibilité, nous étions les seuls à les détenir. Tous les autres intervenants, les représentants des États, les représentants de l'Union européenne, etc., avaient un mandat différent, représentaient des intérêts différents et donc des buts différents. Par conséquent, nous devions jouer sur cette légitimité et cette crédibilité. En fonction des éléments que nous obtenions, et que nous obtenions de l'intérieur, des éléments concrets, je vous prends deux exemples. À un moment, nous avons lancé une action en Libye contre les officiers de police libyens qui avaient confessé avoir assisté aux tortures que subissaient les infirmières. Vous avez lu le livre, donc vous savez à quel point elles ont été torturées. Certaines d'entre elles ont des séquelles qui ne s'effaceront jamais. Je ne parle même pas du médecin palestinien qui a été traité de manière absolument abominable. Nous avons donc lancé une procédure contre ces officiers de police libyens. Je n'ai pas eu de visa pour aller non seulement assister aux audiences, mais pour m'entretenir avec mes clientes, pour préparer le dossier, pour le plaider. Et bien que l'affaire ait été renvoyée à ma demande à chaque fois, puisque je n'avais pas de visa, je n'ai jamais eu de visa, et je n'ai reçu de visa de la part des autorités libyennes que à la fin de la journée où l'affaire s'était plaidée, c'est-à-dire quand il était trop tard pour que ça serve à quelque chose. C'était très bien ça, puisque j'avais la preuve, de l'intervention des autorités politiques libyennes, puisque ce n'est pas le juge qui délivre un visa, c'est l'autorité politique. Or, jusque-là, les Libyens disaient, mais nous n'intervenons pas, la justice est totalement indépendante. Et deuxièmement, la preuve que les droits de la défense, droit de consulter le dossier, de le préparer avec les infirmières, de plaider, de faire entendre une voix, n'avaient pas été respectés. Or, ces droits de la défense sont autant de standards internationaux reconnus au plan international. Là aussi, les Libyens disaient, mais nous respectons toutes les règles internationales. Et donc, nous avions la preuve que ce n'était pas vrai. Voilà des éléments concrets, tangibles, qu'en tant qu'avocats, nous étions seuls à pouvoir obtenir. Fort de ces éléments concrets, de ces éléments tangibles, nous sommes allés voir les institutions internationales, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, et nous avons reçu un soutien très clair du Conseil de l'Europe notamment, qui a, quelques semaines après, dont l'Assemblée parlementaire a quelques semaines après, fait une résolution qui enjoignait les autorités libyennes de permettre l'accès des avocats internationaux à leurs clientes, etc., de respecter Fort du soutien de ces institutions internationales, nous avons alors, mais il fallait avoir des éléments concrets, encore une fois, et puis un soutien politique, nous avons alors entamé un grand travail qui était la sensibilisation des médias. Nous avons, parce que nous avons travaillé avec eux à l'occasion d'autres affaires, un certain nombre de contacts dans la presse, mais encore fallait-il intéresser les gens. Or, les gens ne s'intéressaient pas du tout à cette affaire depuis 6 ans qu'elle durait. Vous vous souvenez que personne n'en parlait avant notre intervention, personne, absolument personne, sauf en Bulgarie. Donc nous avons entamé ce long processus quotidien, laborieux, difficile, extrêmement gourmand en temps, en argent, en énergie, en tout ce que vous voulez, d'aller sensibiliser journaliste par journaliste en France comme à l'étranger, en France, en Europe. Et j'ai essayé de lancer une campagne aussi aux États-Unis, et ça n'a pas marché. En Europe et en France, ça a très bien marché. Les journalistes ont compris, ils ont su où ils ont senti quels étaient les véritables enjeux, quel était l'intérêt de cette affaire, au-delà du sort malheureux des infirmières et du médecin. Et ça a pris, la mayonnaise a pris, et on a pu ensuite, grâce aux journalistes, mobiliser l'opinion publique française et européenne. Mobiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mobiliser au sens militaire, ça ne veut pas dire informer, ça ne veut pas dire donner des informations, c'est déjà beaucoup.
Mais ça ne suffit pas. L'idée, c'était d'utiliser. Par conséquent, de mobiliser derrière soi. Et selon les événements, selon un certain calendrier, nous avons utilisé l'opinion publique via les médias à nos propres fins, pour mettre en accusation les Libyens quand cela était utile, pour mettre en accusation les autorités occidentales quand cela était utile, les mettre sous pression pour les pousser à agir. Parce que, évidemment, nous avions aussi engagé des opérations de lobbying politique, et les gens, les responsables politiques, par exemple français, mais pas seulement français, nous disaient mais oui, on vous soutient, allez-y, c'est formidable. Quand on leur disait mais on a besoin d'aide, vous aurez toute l'aide que vous voulez, etc., etc. Ça n'a pas d'intérêt car c'est talk is cheap, hein, ça ou rien, c'est la même chose. Par conséquent, et en tant qu'avocat, on le sait, n'est-ce pas? Donc, nous, c'est quoi un avocat? C'est quelqu'un qui a une mission, cette mission correspond à un but, et il lui faut changer les choses. Ça un avocat, c'est quelqu'un qui doit parvenir à un certain but. Il doit remplir une certaine mission. Tant qu'il ne l'a pas rempli, il doit la remplir. C'est pas compliqué. Donc évidemment, ces pétitions de principe, ces déclarations, ces soutiens verbaux ne nous satisfaisaient pas. Donc l'idée, c'était d'obliger, de forcer tous ceux qui prétendaient nous soutenir et qui s'en fichaient royalement, ou qui avaient d'autres objectifs en vue, de les forcer à agir dans la direction que nous souhaitions. Par conséquent, il s'agissait de changer la configuration des choses. Alors, éléments tangibles concrets, soutien politique des institutions internationales fondé sur le non-respect d'un certain nombre de standards internationaux. Sensibilisation des médias, mobilisation de l'opinion publique internationale. Vous avez là l'ensemble ou les différents aspects d'une véritable stratégie globale. Et quand vous avez besoin, une fois que tout cela prend une certaine ampleur, vous utilisez la manette politique ou la manette média ou la manette ceci, et vous faites avancer les choses, n'est-ce pas? Comme autant de leviers. Alors, tout ça marchait très bien, à l'exception des États-Unis, où je connais un certain nombre de gens pour avoir travaillé avec eux, etc. Et puis j'ai d'excellents contacts qui ont essayé aussi de répercuter ce que... Et ça ne marchait pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Grâce au journaliste dont vous parlez, qui s'appelle Declan Butler, qui est le représentant, qui est un senior reporter, qui est l'un des grands reporters de la revue scientifique Nature, qui est la grande revue scientifique mondiale, vous avez raison, à un moment, il s'est dit, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible de laisser les choses en l'état. Je peux, s'est-il dit, faire quelque chose, je vais aider les avocats. Alors nous avons, à partir de ce moment-là, travaillé ensemble. Et grâce à lui, nous avons, dans le cadre de ce que nous avions mis en place, de cette stratégie globale qui existait déjà et qui avait déjà une grande ampleur, mais grâce à lui, nous avons pu mobiliser de manière encore plus forte les prix Nobel. Et les prix Nobel, les prix Nobel se sont mobilisés au sens militaire dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons obtenu le soutien déclaré de 117 prix Nobel, qui est un record du monde à toute catégorie, puisque la précédente mobilisation, je crois, avait réuni 67 prix Nobel, quelque chose comme ça. Donc c'était un record absolu, et d'ailleurs, je dois dire un mot, parmi ces prix Nobel, l'un a été formidable, il s'agit de Richard Roberts, prix Nobel de biologie, il y a quelques années, qui a eu un rôle fondamental, qui a tout fait, tout essayé. C'est un monsieur qui dirige un certain nombre de sociétés, qui a l'habitude de négocier, qui a l'habitude des rapports de force, etc. Et il nous a été d'une grande aide. Nature, plus les prix Nobel, nous ont permis de mobiliser la communauté scientifique internationale de manière plus profonde, plus forte que nous l'avions fait jusque-là, et via la communauté scientifique internationale, de mobiliser l'opinion publique américaine. D'accord? Donc de faire pression, cette fois-ci sur le State Department et sur un certain nombre de responsables politiques américains. Nous avions donc là réellement une véritable politique, une véritable stratégie globale. Alors, stratégie globale, donc, nous a permis de faire pression sur les Libyens et donc, d'abord, de changer le rapport de force, c'est-à-dire que nous étions très faibles et les Libyens très forts. Nous avons changé le rapport de force comme ça. Plus le rapport de force s'est modifié de cette manière, plus notre marge de manœuvre à nous s'est agrandie et plus la marge de manœuvre des Libyens s'est réduite. Des Libyens et de tous ceux qui avaient intérêt à ce que l'affaire soit pas, à ce qu'on ne s'agite pas trop autour de cette affaire et que les choses se règlent dans une arrière-cour, etc.
nous avons augmenté notre marge de manœuvre, réduit la marge de manœuvre des autres. Dans le même temps, nous avons mis l'ensemble des protagonistes sous pression en fonction de ce qui nous semblait être utile à un moment donné, étape par étape. De cette manière, nous avons fait en sorte qu'il devienne inconcevable pour les Libyens, totalement inutile, inintéressant de tuer les infirmières. Disons-le clairement, de tuer les infirmières. Vous me direz, oui, mais à ce moment-là, ça augmentait le prix des infirmières. D'une certaine manière, oui, il fallait non pas augmenter le prix des infirmières, mais il fallait les transformer. D'abord, il fallait les sacraliser, il fallait faire en sorte qu'elles ne soient pas atteintes, mises en danger, et ensuite il fallait les transformer en quelque chose de suffisamment important, d'où la stratégie internationale, pour qu'elles constituent un obstacle absolu à la normalisation des rapports internationaux. Normalisation des rapports internationaux. Car nous savions très bien que les grandes sociétés anglaises, américaines, françaises, les Russes, etc., voulaient faire des affaires avec la Libye et étaient tout prêts à faire entrer la Libye dans le concert international, à nouveau, faire entrer le régime libyen. Vous vous souvenez qu'en 2004, le colonel Kadhafi a été reçu en grande pompe à Bruxelles par Romano Prodi, président de la Commission européenne. C'était sa réintégration dans le concert international. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il disait c'est très bien tout ça, mais lui, son truc, c'était être reçu par Nicolas Sarkozy, Tony Blair, etc. C'était, voilà, Paris, Londres. Nous savions tout cela. Donc, nous devions faire en sorte que les infirmières deviennent un obstacle à toute normalisation politique, économique, etc. Pourquoi? Pour que, au bout d'un moment, cela devienne suffisamment insupportable à ceux qui voulaient faire des affaires avec les Libyens, qu'ils obligent leurs dirigeants à aller chercher les infirmières, à aller les ramener en Bulgarie, qui était notre objectif, notre mission. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et nous avons réussi. Nous avons réussi de manière assez, je crois même spectaculaire, puisque non seulement on a we won the case, mais avec une certain battage qui était tout à fait... Bref, l'idée c'était ça. Donc, transformer les infirmières en un obstacle absolu à la normalisation, et pour cela jouer sur là où nous étions forts, notre terrain, qui était quoi? Le terrain de la morale, du droit et de la justice. Là où nous étions forts, nous ne devions pas sortir de notre terrain. De même que dans une corrida, si vous attirez le taureau sur votre terrain, vous le tuez, et que le taureau, s'il vous attire sur son terrain, il vous tue, de même, nous devions rester sur notre terrain pour être suffisamment forts. Là où nous étions, c'était comme une forteresse. La morale, les principes, le droit, c'est une forteresse inexpugnable. Personne ne peut aller vous chercher si vous êtes suffisamment fort. Il ne faut pas s'en éloigner. Oui, il faut ne pas céder à la tentation, d'aller se battre sur un terrain qui n'est pas le sien. Du compromis, des discussions, des affaires, ce que les Libyens cherchent à faire, et pas seulement les Libyens, encore une fois. Donc, c'était ça l'idée. Et plus vous faisiez en sorte que les infirmières soient un obstacle, plus d'une certaine manière vous parveniez, c'était comme une courbe comme ça, plus vous parveniez, au bout d'un moment, à baisser leur prix, puisque le maintien, la poursuite de cette affaire devenait insupportable à tous les protagonistes. Vous comprenez? Donc il ne s'agissait pas de dire... c'était un peu compliqué, il s'agissait de monter les prix pour les baisser, en quelque sorte. Mais après avoir changé la situation. L'important, c'est de saisir, comme dans toute affaire, la plus modeste ou la plus complexe soit-elle, il y a une situation, une certaine configuration, et que si vous intervenez comme un nouveau protagoniste, si vous comprenez les règles, si vous utilisez les règles, d'abord les règles des autres, puis si vous êtes suffisamment bon joueur, suffisamment fort, vous imposez vos propres règles, alors vous changez la configuration, la place de chacun des protagonistes, et là où la situation était figée, situation immobile, où tout était perdu, vous arrivez à trouver des solutions. En d'autres termes, et pardon d'être un peu lent, en d'autres termes, c'est très simple, ça veut dire qu'il y a toujours place pour... on peut toujours changer les choses. Il y a place pour l'action, et d'une certaine manière, quand on veut, on peut. C'est un peu nietzschéen, mais il y a la volonté permet d'obtenir ce qu'on veut, d'une certaine manière. Même dans une affaire comme ça. Même, vous dites, mais il y a des milliards de dollars en jeu. Oui, on se sent un peu dépassé par les enjeux. Même là, pourvu que vous compreniez ce qui se passe, pourvu que vous soyez des professionnels suffisamment avertis, pourvu que vous
conceviez et mettiez en œuvre une stratégie adaptée, que vous utilisiez les bons outils, les bons leviers, vous pouvez faire changer les choses. Et c'est ça, je crois, la chose la plus importante dans cette affaire, c'est de montrer que grâce aux moyens de communication, grâce à l'existence d'une opinion publique internationale, grâce à l'existence de nouvelles réalités culturelles, etc., techniques aussi, hein, grâce à Internet, etc., grâce à tout cela, on peut, lorsque l'on est un peu averti des choses, lorsque l'on est professionnel, on peut changer une réalité qui vous paraît quelque chose d'incroyablement pesant et lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de situation insoluble, il n'y a pas de pouvoir hyper puissant, et que l'individu, pourvu qu'il soit un peu intelligent ou qu'il comprenne les choses, qu'il s'intéresse à la réalité des choses, à qui fait quoi, qu'il comprenne quel est son propre rôle, parce qu'être un bon joueur, c'est comprendre son propre rôle et ne pas sortir de son rôle. Hein, si on sort de son rôle, on se trompe, on n'est pas un bon joueur. Donc l'individu peut changer les choses et que la volonté, la place de la volonté est fondamentale. Alors il y a dans votre livre une phrase que je livre à la méditation de tous ceux qui veulent entreprendre une action ou qui l'ont déjà entreprise et qui se disent que les choses seront difficiles et qu'ils la méditent. L'adversaire, dites-vous, en l'occurrence la Libye, n'était forte que de son point faible. Et ça, c'est une phrase qui me paraît vraiment devoir être marquée au fronton des édifices qui abritent tous ceux qui veulent agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai, si l'on a un autre point de vue, on se trompe complètement. Sauf si l'on est détenteur soi-même d'une force supérieure, auquel cas on est fort de sa force, et l'adversaire lui-même n'a que sa faiblesse pour se défendre. Mais là, c'était vraiment, je crois, le nœud de votre réflexion, et vous l'avez admirablement mis en œuvre, mis en musique, pourrait-on dire, et le résultat était là. Alors je renvoie bien entendu tous ceux de nos auditeurs et téléspectateurs qui s'intéressent au déroulé de cette affaire, à votre livre, où tout est expliqué avec beaucoup de clarté, et en même temps vous livrez tous les documents que vous avez vous-même produits pendant toute cette période. Et donc pour tous ceux qui veulent vraiment le savoir pourront le faire très facilement en lisant, je le rappelle, dans Les Geôles de Kadhafi, par Maître Emmanuel Altit aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. Maintenant, venons-en à ce qui a été pour nous, Français, en quelque sorte, l'épanouissement de la crise, c'est-à-dire le fait que les infirmières sont revenues dans un avion français qui était, en quelque sorte, commandé par le secrétaire général de l'Élysée et surtout par Madame Cécilia Sarkozy. C'est une affaire très spectaculaire. Vous révélez dans votre livre que Madame Sarkozy montait dans l'avion alors que la discussion semblait avoir échoué et que finalement un ultime coup de téléphone à 2 heures du matin a permis de débloquer l'affaire. On ne sait pas, dites-vous, et j'ai l'impression que personne ne le sait pour l'instant, en tout cas peu de gens, ce qui s'est réellement dit au dernier moment. Est-ce que vous en avez quand même une idée? Oui, bien sûr, on le sait. Vous le savez maintenant. Bon, en tout cas, vous ne le dites pas dans le livre. Non, mais le livre n'est pas non plus. Oui, le livre n'est pas terminé, c'est ça que vous voulez dire. C'est exactement ça, je cherchais la... Voilà. C'est tout à fait ça, le livre n'est pas terminé. Alors, plusieurs choses là-dessus. D'abord, nous savions, je vous ai dit, une stratégie globale, c'est vrai, mais en même temps, rien ne remplace des soutiens directs et intéressés. Donc nous sommes allés, pendant toutes ces années, sonner à des portes, tirer et nous avons tenté d'obtenir le soutien des politiques. Je dois dire que pour ce qui concerne l'administration française précédente, celle du président Chirac et du ministre Douste-Blazy, on n'a rien obtenu. Le ministre Douste-Blazy est allé une fois en Libye, il a fait une très jolie photo avec les infirmières, et dans son avion, il y avait des gens qui souhaitaient vendre des armes aux Libyens, ce qui est leur droit le plus strict, mais vous comprenez que dans ces conditions, le message est brouillé, et on n'obtient rien en général, ni libération des infirmières, ni vente d'armes. Donc tout ça n'est pas très malin, et on n'a pas obtenu grand-chose. Du côté des Anglais, ils avaient leur propre... vous imaginez, les Américains n'en parlons pas. Tout ça était très compliqué. Et lorsque les élections présidentielles françaises se sont profilées à l'horizon, nous sommes allés voir en janvier 2007 le candidat Sarkozy et son entourage, pour leur vendre l'idée de nous aider, en leur expliquant une chose très simple,
qui me paraissait juste à l'époque et qui me paraît toujours juste aujourd'hui, c'est que il n'y avait que des gains politiques à obtenir et zéro risque. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant. L'histoire montrera plus tard que s'il y avait des gains à obtenir, la gestion de l'après a été assez mal faite, je pense, par la présidence qui a très bien... la présidence française a très bien... elle a bien joué le coup, en quelque sorte. Elle a très bien joué le coup. Jusqu'à la visite de Kadhafi. Oui, jusqu'au retour et jusqu'à ces contrats qui étaient vraiment malvenus, ces contrats d'armes, etc. Bon, toujours est-il que nous sommes... Revenons à ce qui s'est oui, dit. Nous sommes allés voir le candidat Sarkozy en janvier. Et vous aurez noté que lors de son discours à l'issue du premier tour, lors de son débat il les a cités contre Madame Royal, et lors de son discours vainqueur à l'issue du second tour, il a cité, et c'était la seule affaire qu'il ait citée de cette manière, les infirmières bulgares. Donc c'était quelque chose qui était d'ores et déjà à l'agenda, au programme du futur président. Alors ça, c'est une chose. C'est une chose intéressante qui montre que là aussi, quand on a une certaine volonté, on peut faire les choses. La volonté, c'est comprendre, c'est d'avoir une vision stratégique, pas compliquée, c'est comprendre ce qu'on peut faire, son propre rôle, et jusqu'où on peut aller. Et le président savait qu'il pouvait aller les chercher. Et voilà. Il n'aura pas été le premier à essayer. Hein. Benita Ferrero-Waldner, la commissaire européenne aux affaires extérieures, voilà, a essayé. Tony Blair a essayé, d'autres ont essayé. Évidemment, ils ont échoué parce que le président Sarkozy s'est donné les moyens de parvenir à cela. Donc, là aussi, c'est un exemple de la volonté en acte, en quelque sorte. Alors, ne nous faites pas languir, il ne nous reste que 3 minutes. Oui, je sais. J'essayais de sinon, nous serons obligés de refaire une émission. C'était le but. Et comme votre livre ne serait pas terminé. C'était le but. Il y aura voilà. Un tome 2. Alors, pour ce qui concerne, disons-le très simplement et très clairement, on juge un arbre à ses fruits. Les infirmiers et médecins sont venus dans l'avion de la présidence française avec Cécilia Sarkozy. Tout le crédit en revient à Cécilia Sarkozy et au président qui était en ligne perpétuellement. Pendant un mois, c'était la grande affaire de l'Élysée. La discussion, Cécilia Sarkozy l'a dit en revenant, je n'ai pas dormi pendant 45 heures ou je ne sais plus quoi. C'était vrai. Elle a négocié pied à pied. Elle a fini par obtenir l'aval du guide. C'est le guide qui, en dernier recours, a dit bon, allez, elles peuvent partir. Cécilia Sarkozy a eu un rôle majeur dans la libération des infirmières. Le cadre que je vous expliquais tout à l'heure était en place. Quelqu'un allait les chercher pour nous, c'est vrai, mais encore fallait-il y parvenir. C'était le plus difficile. Cécilia Sarkozy l'a fait. Et elle n'avait pourtant pas, je dirais, la formation nécessaire pour mener ce genre de discussion. Il faut quand même avoir un minimum de bagages. Elle a sans doute puisé dans ses ressources morales pour... oui. C'est ce que vous semblez dire dans Absolument. le livre. Elle a pris fait et cause pour les infirmières et les médecins. Elle les a vus 2 fois. Une première fois après leur nouvelle condamnation à mort le 11 juillet. J'étais moi-même à Tripoli avec les infirmières le 11 juillet. Et c'est là où elle les a rencontrées. Elle est venue les a rencontrées. Et je crois qu'elle a été très frappée, très sensibilisée, et elle s'est impliquée. Elle a compris que c'était des femmes qui avaient souffert, dont la vie était brisée, qu'elle pouvait faire quelque chose pour elles. Et elle l'a fait. Et elle est revenue, donc c'était le 22 juillet, je crois. Et là, elle n'a pas laissé elle n'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle puisse ramener les infirmières. Exactement. Quant au prix à payer, eh bien, c'était par exemple la visite de M. Sarkozy, le tapis rouge pendant 5 jours. Beaucoup de polémiques en France. Prix symbolique, donc politique. Hein. Oui. C'est ça ce qu'on disait en début. Beaucoup plus important que les contrats. Les contrats, c'est rien, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais la symbolique, c'est de la politique, et précisément, c'est même l'essence de la politique. Oui, absolument, c'est tout à fait ça, c'est l'essence de la politique. Sur le fait de recevoir le colonel Kadhafi, autant je suis assez admiratif de ce qu'a fait la présidence française, de cette volonté en acte dont je parlais. Au-delà même du rôle de Cécilia Sarkozy, un rôle, encore une fois, fondamental et crucial, autant je ne suis pas sûr, si vous m'interrogiez là-dessus, en tant qu'avocat, et vous savez que les infirmières ont très mal réagi à la venue du colonel Kadhafi en France, à juste titre, et en tant que citoyen français, je pense qu'il n'était pas indispensable de se commettre avec quelqu'un qui ne représente pas grand-chose. On parlait de la faiblesse tout à l'heure des Libyens. On lui donne la force que l'on veut lui donner, ce qui est à la mesure de notre propre peur, de notre propre volonté d'en faire quelque chose d'important.
Si l'on voit la réalité de manière objective, il n'y a pas de raison de passer sous les fourches caudines de ceux qui ne respectent pas nos valeurs, morale, justice, droit, et de se commettre avec des gens qui n'ont pas... le colonel Kadhafi ne rencontrera pas George Bush, et c'est encore une fois les Américains qui nous donnent une leçon. Il me reste, Maître Altit, à vous remercier d'avoir été très complet, d'avoir dit tout ce que vous avez dit. Je crois que c'était très important de le formuler. Je renvoie bien entendu, une fois encore, nos téléspectateurs à votre ouvrage, Dans les geôles de Kadhafi, aux éditions Jean-Claude Gavzevitch, par Maître Emmanuel Altit. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Lisez ce livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. À bientôt, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.